Mais tout de suite, notre docu-news intitulé ce soir « Imam ». Je précise que je recevrai dès la fin de notre reportage le grand imam de Bordeaux, Tariq Oubrou, et je vous propose donc de découvrir l'enquête de l'Info du Vrai. Ils s'appellent Aboubacar, Ammar, Ibrahim ou Mustapha. Ils ont entre 20 et 66 ans et font partie des étudiants en théologie qui ont choisi de devenir les nouveaux imams de demain. Ils apprennent les 114 sourates du Coran, leur signification, leur interprétation, leur prononciation. Ils planchent aussi sur les lois de la République, la laïcité ou l'histoire. Ils s'exercent à prêcher, à psalmodier, à chanter un islam des Lumières que la France appelle de ses voeux contre les dérives radicales. Le président Macron veut renvoyer, vous le savez, dans leur pays 300 imams détachés en France par le Maroc, l'Algérie et la Turquie. Il faudra donc former leurs remplaçants dans les 3 ans. Mais dans cette religion, comme dans les autres, il y a une crise des vocations accentuée par les questions sociales, politiques ou même diplomatiques. Nous avons donc suivi ceux qui se sont engagés dans ce cursus qui est aussi un sacerdoce. Imam, c'est le titre de notre docu-news réalisé par Cécile Bartoli et Basile Bonne avec Kitrine Nguyen-Long. Notre messager montre le danger du péché, le danger de la désobéissance. Communauté musulmane cherche imam, diplômé, agréé, sachant prêcher en français. N'importe qui ne peut pas se lever et s'autoproclamer imam. Il faut qu'on soit sérieux, il faut que les imams soient formés. Des instituts de formation d'imams ouvrent pour répondre à la nouvelle demande. Le programme, je pense que tout le monde l'a reçu. La mémorisation du Coran, l'art et la technique de l'apprentissage du Coran aussi. Et après, qui sont le professeur ces étudiants? On veut ou on ne veut pas, la France n'est pas musulmane. Ce n'est pas la religion de la France. C'est une religion qu'on a amenée avec nous. Être imam, c'est comprendre ces valeurs-là, de la société ou de la République. Quel avenir pour ces futurs prédicateurs? Est-ce que toutes les associations sont capables de financer le salaire de l'imam? Le temps presse. L'islam de France a 3 ans pour former les imams de demain. Miramas, à 50 km de Marseille. 5e et dernière prière de la journée à la mosquée Salam. Une vingtaine de croyants se prosternent face à un perchoir vide en écoutant une voix enregistrée. Ici, il n'y a plus d'imam. À tour de rôle, les fidèles se relaient pour diriger eux-mêmes la prière. On n'a pas un imam, ça fait un moment maintenant, ça fait presque 3 mois, il est parti. Bon, il est malade, il est âgé et tout. Franchement, il faut un imam à la mosquée. Absolument, il faut un imam. Un imam bénévole, tout le temps comme ça ne va pas durer. Et c'est pas bien, soit pour la mosquée, soit pour les fidèles, soit pour la mosquée en général. Il faut un imam à la mosquée. Le dernier imam était un fonctionnaire envoyé et payé par l'Algérie. Malgré son accueil, la mosquée Salam n'a pas pu le retenir. Voilà, ça c'est l'appartement pour l'imam. Ça c'est la cuisine pour lui. Vous voyez, il est occupé. Voilà. On a fait tout neuf ici, on a tout rénové. Ça c'est son appartement, son lit, la télé, et tranquille, comme chez lui. Cet appartement de fonction, confortable et gratuit, n'a pas convaincu l'imam de rester. Depuis, le recteur en cherche désespérément un. Mais la quête auprès des fidèles ne suffit pas à payer un salaire. C'est ça qu'on a ramassé. Voilà. Voilà, qu'est-ce qu'on a ramassé aujourd'hui? 60, 80, 100, 110, 120, 130. Au total,
140. 150 € récoltés lors de la prière du vendredi. On ramasse que 2 fois par mois. Vendredi, là, on ramasse. Le vendredi prochain, on ne ramasse pas. C'est 2 fois par mois. Donc on va dire qu'il faudrait 5 fois ça pour payer un imam. Exactement. Des mosquées sans imam, les musulmans français craignent que le phénomène ne se propage d'ici 2024. Il leur reste 3 ans pour relever le défi lancé par le président de la République. En février 2020, lors d'un déplacement à Mulhouse, Emmanuel Macron présente sa stratégie pour lutter contre le séparatisme islamiste avec une mesure forte. La fin des imams détachés. Nous avons hérité d'un système qu'on appelle souvent l'islam consulaire. C'est-à-dire que nous importons de manière régulière, chaque année, des imams et des psalmodieurs, des imams qu'on appelle détachés et des psalmodieurs, qui sont nommés, désignés, formés par d'autres gouvernements. Nous avons cette relation principalement avec 3 pays, l'Algérie, le Maroc et la Turquie, et qui nous envoient ces personnes qui donc vont officier. Nous allons progressivement sortir, c'est-à-dire ne plus en faire venir de nouveau et laisser la période de présence des derniers imams détachés se poursuivre jusqu'à son terme. Cette sortie de ce qu'on appelle l'islam consulaire est elle aussi extrêmement importante pour pouvoir réduire ces influences étrangères et là aussi permettre de s'assurer que chacune et chacun respecte pleinement les lois de la République dans un cadre qui est connu de tous. L'avenir se joue à domicile. Les fédérations musulmanes devront former 300 imams en France. Ce samedi matin à la mosquée Bilal de Marseille, c'est l'heure du café entre quelques fidèles. Vous allez bien? Ils ne viennent pas prier, mais étudier. Ammar est l'un des premiers à prendre place dans la salle de prière, aménagée en salle de classe. Cet élève modèle de 66 ans s'installe au premier rang et sort un à un ses cahiers d'écolier. Voilà. Ça vient là. Voilà. Cahier de grammaire. Voilà, de grammaire arabe. Voilà, vous avez ça, c'est les sciences du Coran. C'est les sciences du Coran. Ça, c'est surtout, c'est-à-dire comment on lit, c'est-à-dire il y a des règles qu'il faut respecter pour la lecture du Coran. Depuis mars dernier, ce géologue à la retraite a intégré la première promotion de cet institut de formation des imams. Béchir, lui, est un ancien instituteur. Il veut se lancer dans une nouvelle carrière de prédicateur, respectueux des valeurs de la République. Ici, il faut un islam adapté à nos conditions, à notre mode de vie et à la société où on vit. Donc, c'est pas la société qui nous a choisis, c'est nous qu'on l'a choisi. On a choisi la France, on vit en France et on respecte. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. C'est l'imam de Carpentras qui donne le cours de psalmodie des versets du Coran. Et chacun va réciter, Inch'Allah, je le propose. Qui commence? Cheikh Bachir, والشمس وضحاها ونفس وما سواها ونفس الإخفاء ونفس وما سواها Parmi les élèves, Abou Bakar, actuellement en master d'intelligence artificielle. Ce Marseillais d'origine sénégalaise suit aussi avec assiduité le cursus de l'Institut. Pour lui,
l'imam fédère la communauté. Il va réconcilier les gens, il va faire du porte-à-porte pour savoir si les gens, ceux qui ne voient pas dans la mosquée vont bien, essayer d'harmoniser tout simplement la vie dans la communauté, pas seulement dans la mosquée. Abou Bakar, la vingtaine, fait figure d'exception parmi les autres étudiants plus âgés. Ce sont les perspectives salariales qui dissuaderaient les jeunes de se porter candidats. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où il y a la crise de tout ordre, y compris la crise de l'emploi, et que des jeunes qui devraient s'investir sur ce métier-là, sur cette fonction-là, qui peut se transformer en métier un jour, parce qu'il est question du statut de l'imam, naturellement, probablement, il faudra qu'on trouve avec les systèmes classiques de salariat, de voir comment on peut adapter notre fonctionnement qui, depuis l'origine quand même de la création de l'islam jusqu'à aujourd'hui, ces fonctions-là ont été des fonctions bénévoles. Dans cet institut, on veut former des imams bien intégrés à la société française. Alors on y enseigne aussi le vivre ensemble. La manifestation même de la religion n'est pas interdite, pourvu que cette manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Les prières de rue, mais ça on est d'accord aussi que c'est pas normal. Parce que quand on barre des routes pour accomplir sa prière, déjà pour celui qui fait sa prière, il n'est pas en concentration. Cet institut-là, ça doit être un lieu de formation, parce que c'est la base, mais un lieu aussi d'échange et de dialogue. Laisser les gens individuellement partir dans des pays ou être avec l'imam Google, c'est quelque chose qui peut être tragique. Et on le voit aussi, les conséquences aujourd'hui. Beaucoup de ces personnes-là, quand on vérifie dans leur ordinateur, etc., on se rend compte qu'ils ont été dans des sites ou dans des choses où c'est plus facile de donner une information sans que personne vérifie. On fait du bourrage de crâne, tandis que là, c'est la confrontation aux choses, à la vraie vie. Et cette vraie vie qui commence dans cet institut, quand on en ressort 3 ans après, on ne peut pas être autrement qu'une personne normale. La formation des nouveaux imams doit les préparer à déconstruire les discours de haine. Mais la juste interprétation des textes ne suffit pas face aux islamistes radicalisés. Rien ne remplace l'expérience du terrain. Mohamed est aumônier des prisons depuis plus de 20 ans. Chaque vendredi après-midi, il se rend au centre pénitentiaire de Vezin-le-Coquet près de Rennes. Nous sommes l'organe qui accompagne le détenu, qui lui ramène cet apport spirituel pour apaiser et pour contrecarrer ce discours qui peut être parfois dévoyé ou bien basé sur une mauvaise compréhension des textes. Bonjour monsieur. Ce professeur de mathématiques réserve toujours ses premières visites au quartier des arrivants. Okay, merci. Allez. Tous les nouveaux détenus démarrent par le quartier arrivant le temps qu'ils s'adaptent. Ce sont les détenus qui nous sollicitent. Bonjour chef. Au fil de ces échanges, Mohamed a constaté que l'endoctrinement suivait souvent une enfance difficile. Ceux que j'ai rencontrés, ils étaient mal ou bien ils avaient une idée radicalisée. Souvent, ça vient de l'éducation. Soit ils sont issus de violences conjugales, soit ils sont issus d'une famille recomposée ou séparée. Et donc, il faut prendre le temps, installer et instaurer un climat de confiance. Dans le secret des cellules, Mohamed instaure un climat de confiance. Ses 20 ans d'expérience lui permettent de naviguer dans cet univers si particulier et face à des prisonniers complètement radicalisés. Pour répondre à ce discours belliqueux, il faut d'abord avoir
des ressources théologiques, des ressources humaines, des ressources de communication, des ressources sociales, connaître le terrain et savoir contrecarrer ces discours avec une preuve, avec une méthode pragmatique et scientifique. On fait appel à la raison, avec des textes. Face aux détenus radicalisés, les futurs aumôniers devront affûter leur message d'espoir et de paix. Pour le rendre plus attrayant que le prêche d'imam autoproclamé ou que l'endoctrinement sur Internet. Afin de contrôler les prédicateurs de France, les fédérations musulmanes tentent de créer un CNI, un Conseil national des imams. À la Grande Mosquée de Paris, on veut faire avancer ce projet de labellisation, voire de hiérarchisation. Le Conseil national des imams a pour premier objectif d'agréer les imams qui seront autorisés à officier en France et à aller sur le minbar pour faire les prêches. Et nous avons proposé 3 grilles d'imams. L'imam débutant se chargerait des 5 prières quotidiennes, l'imam prédicateur du prêche et l'imam conférencier de la théologie musulmane. À l'avenir, un imam sur le sol français qui n'aura pas le label, qui n'aura pas l'agrément, je passe sur le contrôle de monsieur le recteur, qui n'aura pas l'agrément du Conseil national des imams, il ne pourra pas exercer en France. On ne pourra pas prendre le risque de laisser prêcher en France, sur le sol français, un islam qui nous fait du tort. Les imams de demain devront tous avoir un diplôme et faire leur prêche en français. Quand rentre le mois du Ramadan, les portes de la miséricorde d'Allah s'ouvrent. Toutes les portes s'ouvrent. Sous le contrôle du CNI, s'il voit le jour. Car depuis le début de l'année, des tensions ont éclaté entre les fédérations musulmanes. Le recteur de la Grande Mosquée de Paris ou le président du Conseil français du culte musulman n'ont pas hésité à signer la charte des principes pour l'islam de France, demandée par l'État. Mais 3 fédérations refusent encore de le faire. Nous avons signé la charte sans aucune ambiguïté. Et à partir de là, nous considérons que ceux qui ne signent pas la charte, il y a un problème. Et nous avons fait beaucoup d'efforts pour essayer de les ramener à la raison. Aujourd'hui, on constate que plusieurs mois plus tard, ils s'entêtent dans leur position, donc il y a un vrai problème, et donc on ne peut pas continuer à travailler de la sorte. Les 2 fédérations musulmanes franco-turques ont rejeté la charte. Une crispation de plus entre cette communauté et les autorités. Le gouvernement accuse les imams détachés turcs de faire des prêches très politiques. À Roubaix, 15 000 franco-turcs espèrent bientôt aller prier dans une mosquée flambant neuve, entièrement financée par les fidèles. Les parents d'Ibrahim Alsi sont arrivés en France dans les années 70. Ce Roubaisien est devenu l'un des porte-parole de la communauté franco-turque sur le territoire. On est en plein travaux, hein. On est en train de finir, entre guillemets, toute la partie enduit intérieur. Et là, on rentre dans la salle de prière, qui fait à peu près 1000 mètres carrés. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous avez un dôme de 15 mètres, donc là, qui va être décoré avec de la peinture spécifique. Pour Ibrahim, les soupçons qui pèsent sur les 150 imams détachés turcs sont infondés. L'actualité est assez compliquée en ce moment et on parle d'islam politique, etc. Oui, on a la chance d'avoir un imam qui est envoyé par le gouvernement turc et payé par le gouvernement turc. C'est pas pour autant que cet imam fait de la politique dans nos associations. À Roubaix, on interdit à l'imam de faire de la politique. Des imams apolitiques, selon lui parfaitement qualifiés pour prêcher en France. Les imams qui viennent de Turquie, ce pas des imams qui ont 3-4 ans d'expérience. L'imam aujourd'hui, il fait minimum un bac+5 en général. Donc vous avez déjà toute cette partie formation. Et ensuite, vous avez 5 à 10, 15 ans d'expérience au niveau d'une mosquée.
Donc quand ils arrivent ici, ils ont déjà 15-20 ans d'expérience. Pour les fédérations musulmanes franco-turques, l'échéance de 2024 paraît difficile à tenir. Mais dans cette mosquée comme ailleurs, il faut réfléchir à la transition entre imams détachés et imams formés en France. On va revenir sur des événements qu'on a abordés dans le cadre historique normal et des institutions, plus spécifiquement sur l'aspect vraiment précis des relations de la France avec les religions, bien sûr. Et si le futur prédicateur de Roubaix se trouvait dans cette salle de classe de la Grande Mosquée de Paris? 15 étudiants suivent ici la formation pour devenir imam en 3 ans. Ils sont assis en cours d'histoire de France. La France est devenue chrétienne, catholique, chrétienne, dit-on, avec le baptême de Clovis en 498. Vous savez que Clovis est le roi des Francs, je vous le rappelle, et comme roi des Francs, il choisit d'être chrétien dans l'orthodoxie, dans la bonne voie. Attentifs, ces élèves apprennent les dates clés et les lois qui régissent aujourd'hui notre société. L'avortement était interdit jusqu'à récemment, jusqu'à 1974. Il est très important pour quelqu'un qui veut exercer plus tard, éventuellement, dans une société française multiculturelle, de connaître voilà, déjà l'histoire de son pays qu'il a adopté. De toute façon, on vient peut-être la plupart de pays étrangers, mais on est aussi français. Mais en tout cas, c'est très important de connaître le côté légal, le côté bien entendu historique, de comprendre la société, sa composition. Et puis voilà, en tout cas, nous on essaie toujours de trouver les points communs et de rassembler. La Grande Mosquée de Paris supervise désormais 4 instituts de formation en France, dont celui de Marseille. 3 autres devraient ouvrir leurs portes l'an prochain. Mais dans sa recherche d'imam, l'islam, comme les autres religions en France, se heurte à la crise des vocations. Kaina Baloul a une proposition originale, former des femmes à l'imama. Pour le moment, elle est la seule musulmane à prêcher en France. Ce qui m'a motivée personnellement à créer une mosquée libérale dans laquelle les femmes peuvent officier au même titre que les hommes, c'est l'état des mosquées actuellement partout en France, mais partout ailleurs dans le monde musulman. Nous avons une vision de l'islam beaucoup plus égalitaire, beaucoup plus en adéquation avec nos besoins actuels, avec la modernité. Il y a l'islam politique. Là, pour l'instant, peu de musulmans la soutiennent dans sa démarche. Un débat politique. Alors les musulmans, comme ils n'ont pas l'habitude de voir cela, ils croient que cette fonction est interdite à la femme. Et souvent, ce qu'on essaie d'expliquer, c'est que ce n'est pas parce qu'une fonction n'est plus exercée par les femmes qu'elle leur est interdite. Non seulement les textes ne l'interdisent pas, mais on trouve un cas, le cas d'une femme qui a été désignée par le prophète lui-même pour être imam, sauf que les lectures et les interprétations des textes à travers les siècles, en fait, ont fait que cette fonction est devenue une fonction exclusivement masculine. J'ai rencontré des filles qui ont repris des études justement parce que d'abord elles veulent pouvoir se réapproprier les textes, pouvoir comprendre les textes par elles-mêmes dans une démarche de recherche scientifique et académique. Et puis oui, il y a une réelle prise de conscience et un véritable intérêt. En France, l'islam change de visage. L'imam Kaina, l'étudiant Amar, le directeur Abou Bikrine. Ces musulmans s'instruisent, se structurent pour vivre leur religion en harmonie dans leur pays. Ils défendent un islam éclairé face à l'obscurantisme.
C'était donc Imam, le titre de notre docu-news réalisé par Cécile Bartelier, Basile Bonne avec Kitrine Nguyen-Long. Bonsoir Tarek Oubrou. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes grand imam de Bordeaux, par ailleurs théologien, essayiste. Je rappelle votre ouvrage Appel à la réconciliation, foi musulmane et valeurs de la République française, paru chez Plomb. Il y a beaucoup d'émotions en fait dans ce reportage. On y découvre des Français musulmans qui ont soif de pratiquer leur religion en harmonie avec leur première attache, le fait d'être français. Est-ce que vous partagez ces valeurs et est-ce que vous les partagez dans cet ordre? Je pense que la plupart des musulmans s'inscrivent complètement dans cette perspective de réconciliation entre leur appartenance spirituelle à la tradition musulmane et à leur citoyenneté française. Ça va de soi. La nature veut cela. Les musulmans, ce sont des êtres humains qui s'adaptent par nature à leur contexte. Je suis frappé de voir qu'au début du reportage, et ils le disent sans qu'on ait besoin d'insister, ils disent « Nous sommes français, nous avons décidé de vivre ici, nous sommes venus de l'étranger avec notre culture, avec notre religion, et on comprend que l'on doit s'adapter à cette situation. » Ils disent bien français et musulmans. Voilà. Dans 3 ans, est-ce que vous pensez que nous aurons formé ces imams dont nous avons besoin aujourd'hui? Il faudrait souligner qu'il y a la 2e, 3e génération dont on ne voit pas la visibilité dans ce reportage et qui constitue l'enjeu majeur. Il y a beaucoup d'imams qui parlent un français sans accent, voire vernaculaire, et qui sont des imams également. Donc il y a toute une sociologie de l'imama qui dépasse ce qu'on a d'habitude de concevoir comme tâche de l'imam. On a vu un jeune homme qui est en 4e année d'études d'intelligence artificielle. Mais il est d'origine étrangère, c'est-à-dire qu'avec un accent, etc. Ça renvoie toujours à un islam un peu exotique. Et aujourd'hui, il y a un islam acculturé de la 3e, 4e génération, avec une mentalité complètement française et qui existe. Donc la réalité de l'islam de France, il est d'une complexité à l'image de la réalité humaine, tout simplement. Tarek Oubrou, on voit dans ce reportage un géologue, un instituteur à la retraite, ce jeune homme auquel je viens de faire allusion. Est-ce que vous comprenez qu'avec leur raid, on cherche à réduire l'influence étrangère dans notre pays? Voilà, l'idée d'avoir des imams franco-français dans tous les sens et dans toutes les dimensions du terme, c'est quelque chose qui paraît logique. Il y a beaucoup d'imams qui sont d'une double formation, universitaire profane, Bac plus 7 dans la philosophie, dans l'anthropologie. En même temps, ils ont fait un cursus théologique. Le problème de l'imama, c'est une fonction qui s'inscrit dans une sociologie de la mosquée et de l'association qui gère. Beaucoup de jeunes désertent les mosquées parce qu'il y a une asphyxie de la fonction de l'imama, parce que l'environnement associatif ne leur permet pas d'avancer. Et donc, ils préfèrent être des imams virtuels à YouTube. Aujourd'hui, il y a plus d'imams dans le virtuel que dans les mosquées. On est passé d'une communauté collective à une communauté connective. Aujourd'hui, les jeunes de la 2e, 3e génération préfèrent choisir leur imam, mais pas dans les mosquées. Aujourd'hui, l'enjeu se fait au niveau de l'Internet. Vous êtes en train de me dire, on ne peut pas organiser l'islam de France? On ne peut pas appliquer. C'est très difficile, vous savez. Le temps des religions. On pourrait imaginer que vous ne souhaitez pas qu'on organise l'islam de France. Alors c'est une nécessité absolue. Non, mais il ne faut pas le faire n'importe comment. L'imposer par le haut, vous savez, la logique d'une religion, c'est pas le temps de la rationalité politique. L'islam, c'est une religion qui appartient au système de l'esprit. Il y a un temps d'acculturation. Il faut préparer un corpus doctrinal. On va représenter quoi? De quel islam s'agit-il? Aujourd'hui, il n'y a pas encore un travail sérieux sur les fondements théologiques et canoniques, sur ce qu'on entend par islam de France. On va former des imams. Mais sur quelle base? Très bien compris. Ou alors vous faites semblant de ne pas comprendre. Je ne peux pas l'imaginer. Il y a une phrase clé qui est prononcée par un des intervenants de ce reportage qui nous dit « On ne peut pas laisser un islam qui nous fait du tort se développer ». Et on a tous très bien compris de quoi il s'agit. C'est-à-dire un islam qui n'est pas la religion que vous professez, qui n'est pas celle de la majorité des musulmans en France, mais qui peut déraper, qui peut devenir dangereux et qui fait des morts. Car ce sont les idées qui tuent. Il faut être efficace. C'est-à-dire on combat les idées par des idées pertinentes. Moi j'ai vu dans le reportage qu'on apprend la psalmodie. Ce n'est pas avec la psalmodie qu'on va contrecarrer un discours fanatique. Moi je pense que le pire, ce n'est pas le discours fanatique explicite. Le pire, c'est un discours qui n'est pas fondamentalement fanatique, mais qui inspire le fanatisme. C'est-à-dire, moi je parle de la théologie de prévention, c'est-à-dire qu'une lecture médiévale qu'on importe,
c'est l'orthodoxie classique, malikisme, hanafisme, qu'on enseigne dans les instituts de formation. Aujourd'hui, on a besoin d'une refondation de toute la théologie sur la base de laquelle on peut former les imams. Et vous n'estimez pas que ce qui est mis en place en ce moment, avec l'appui du gouvernement et de tous ceux qu'on vient d'entendre, il contribue à préparer cet islam de France? C'est nécessaire, mais ce n'est pas Vous me dites suffisant. depuis le début de l'interview, finalement, en gros, je le dis avec des mots un peu plus brutaux, bon, ils sont très sympathiques, mais en gros, ça c'est l'islam du passé, ça n'a pas un grand intérêt. il y a beaucoup de faut jeunes... aller chercher les gamins ailleurs, il faut les trouver sur Internet. Vous savez, ce genre d'islam un peu classique, les deux peuvent coexister. gentil, des parents, des grands-parents, ne fonctionne pas avec une jeunesse qui a un rapport volatile avec la religiosité. Aujourd'hui, les gens zappent. Mais c'est bien ça qui est dangereux. Et donc, il faut être armé autrement. Une policière a de nouveau été attaquée, vous le savez aujourd'hui même, par un homme radicalisé, schizophrène. Alors vous me dites quoi? Celui-là, on ne pouvait pas le récupérer avec les... Ça n'a rien à voir avec l'islam. Vous avez des pathologies, des cas psychiatriques qui ne relèvent plus du tout de la religion. Ce n'est pas à l'imam de faire le gendarme ou bien le psychiatre des gens qui sont des délinquants ou bien qui sont des malades mentaux. C'est l'affaire de toute la société. L'éducation, le sécuritaire, tout le monde doit assumer sa part de responsabilité. L'imam doit assurer la sienne. D'ailleurs, il y a plusieurs typologies de l'imam. Il y a l'imam des 5 prières qui n'a pas besoin d'une grande connaissance. N'importe quel musulman peut diriger les 5 prières. Par contre, l'imam sermonnaire, il doit être doté d'une connaissance de la psychologie, de l'anthropologie, de la théologie adaptée. Et puis l'imam référence, qui est le docteur de la loi. Nous avons besoin de penser la fonction religieuse. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les gens aujourd'hui qui parlent de la formation des imams, eux-mêmes ne sont pas des imams, ne sont pas des docteurs de la loi. Ça ne suffit pas pour les disqualifier à partir du moment où ils sont de bonne volonté. Mais la volonté ne suffit pas. On a besoin d'hommes, alors après je vous poserai la question à la fin de l'émission, et peut-être de femmes, vous me donnerez votre avis, de bonne volonté pour instaurer un islam de France que nous partagerons tous et où nous coexisterons Moi, je pense qu'on va dans le bon sens. Paix. Moi, je pense qu'on va dans le bon sens. Pourquoi n'avez-vous pas signé la charte? Mais je ne suis pas concerné. Qui vous a dit que vous n'avez pas signé? D'abord, d'où vous avez tiré cette information? Bon, je vous pose ne suis pas concerné, ce sont les fédérations qui doivent la signer. Mais très bien, vous êtes influent, vous êtes respecté, vous êtes le grand imam de Bordeaux. Je vous affirme que si on disait le grand imam de Bordeaux est favorable à la signature de cette charte, tout le monde le saurait. Mais lisez mon ouvrage, j'étais en avance par rapport à cette charte. Non, mais vous la signerez ou vous la signerez pas? Il faut aller plus loin, parce que c'est une... Non, j'aimerais que vous répondiez à ma question, sinon on va penser que vous dissimulez votre pensée. Non, le contenu, je le signe, mais la formulation, elle est médiocre, parce que ce n'est pas de la théologie. On n'en est pas à la théologie pour l'instant. Non, on est au désir d'organiser ensemble. Non, on est dans la religion, on n'est pas dans la religion. politique. Non, mais ce sont les théologiens qui doivent faire la charte. Ce n'est pas des laïcs. Parce qu'il n'aura pas de portée sur les musulmans. Vous me parlez théologie depuis le début de cette interview, je le comprends. Ben c'est le fond de toute une religion sérieuse. Je le comprends, mais je termine ma question. C'est pourtant bien l'idéologie et c'est bien les idées qui tuent dans notre pays. Il faut les combattre par une théologie éclairée. Quand l'islam est détourné par soit des malades mentaux, soit des hommes qui veulent faire du mal. Comment dire une pensée qui régulièrement est accusée d'inspirer la violence, comme par exemple celle des frères musulmans. Est-ce que vous la condamnez? Mais bien sûr, toute théologie qui se transforme en idéologie, elle est mortelle pour la religion elle-même. Il n'y a pas pire que d'impliquer une religion qui a une logique spirituelle dans une logique qui n'est pas la sienne. Le temps et la logique des religions, ce n'est pas la logique du politique. La religion apaise, c'est l'appel à la transcendance, à la réconciliation de l'individu avec le divin et avec l'autre. Le politique, par essence, c'est la domination, c'est l'accès au pouvoir par essence. Et donc impliquer une religion qui appelle à l'apaisement, à la paix, dans une logique de confrontation et même dans une logique de civilisation, parce que l'islam est une religion qui est devenue civilisation sur les faits de l'histoire. Mais notre histoire n'est pas notre code. Il faut faire sortir l'islam de la logique de la civilisation, de la logique de la politique, pour non conserver que ce noyau spirituel incompressible pour l'acculturer dans la civilisation occidentale. Que doit-on faire de ceux qui aujourd'hui professent des idées qui sont dangereuses et qui sont faites pour tuer? C'est le savoir. Et qui tournent autour de nos jeunes Français musulmans et donc autour des lieux de culte par définition là aussi. D'abord, il y a une part qui est un combat à la République, le principe d'égalité, égalité des chances, parce que l'économique et le scolaire jouent pour beaucoup. Quand vous êtes devant des jeunes
qui ne déchiffrent pas la langue française, comment vous allez leur expliquer la complexité de leur religion? Donc nous avons besoin de leviers intellectuels. Excusez-moi, heureusement que les jeunes musulmans défavorisés sont très majoritairement tout sauf des terroristes. Sinon vous êtes en train de le justifier en disant... Vous êtes en train de confirmer ce que je viens de dire, que la majeure partie des musulmans sont à l'aise dans la République. Nous parlons des exceptions. Vous-même, vous évoquez ces exceptions-là. Oui. Parmi les leviers, il y a des leviers économiques, scolaires, il y a des leviers également spirituels. Et donc tout le monde doit assumer sa part de responsabilité. Parce que parfois on est désarmé. Comment inculquer à nos enfants la subtilité de la religion? Donc il faut qu'il y ait une psychologie favorable, un niveau intellectuel assez moyen pour pouvoir comprendre une religion qui a produit comme Averroès, comme Avicenne, comme, etc. Donc on a besoin du côté culturel également qui nous aide à assurer cette fonction d'imama. Parce qu'aujourd'hui, un imam dans la mosquée, il fait tout sauf la religion. Il règle des problèmes, il accompagne des gens en difficulté, et donc on a encombré la fonction de l'imama par beaucoup de choses en même temps. Je vous repose la question. Tous les futurs imams et ceux qui vont les encadrer et que l'on voit dans notre reportage ont signé la charte et nous disent... Ça ne règle pas le problème, signer la charte. La réalité est plus complexe que ça. Ah ben je suis désolé, pardonnez-moi. Mais vous croyez que... Le recteur de la Grande Mosquée de Paris nous dit ex abrupto, ceux qui ne veulent pas signer... Ça n'est pas normal. Il y a quelque chose de... Mais ce qui est problématique, je vous l'exprime simplement. Calvi, il y a quelque chose de tordu. Ce sont des gens qui ont signé cette charte, mais qui ont des liens avec les consulats en même temps. Il y a une schizophrénie dans cette démarche. Donc, ça donne l'impression que c'est une tactique, une stratégie. Moi, je pense que le CFCM est devenu un cheval de Troie. Ce sont des fédérations qui ont des enjeux que je peux comprendre, mais qui ne servent pas, en tout cas, l'islam de France. Pourquoi il est impossible de vous réunir tous autour de la table et de vous mettre d'accord au nom de la religion que vous partagez et qu'on souhaite vous voir pratiquer dans l'harmonie et dans des lieux de culte? On ne force pas la nature des choses, parce que cet islam de France, c'est un islam qui vient avec des mémoires différentes, avec des histoires différentes, avec des ethnies différentes. Là, il y a l'Algérie, il y a le Maroc, il y a la Turquie, etc. Sur l'islam aujourd'hui, il est greffé beaucoup d'éléments qui ne relèvent pas de la religion en tant que telle. Il faut débarrasser l'islam de ses considérations ethniques et politiques et nationales d'origine. Donc nous, ce que nous percevons comme un désir de partager une religion, d'accepter une charte qui visiblement pose pas de problème, en tout cas à beaucoup de fédérations, vous nous dites, c'est pas le problème aujourd'hui et c'est pas là que ça se passe. On peut parler des femmes. Une femme imam. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? Ça fait longtemps que je dis... le droit des femmes, il faut que les femmes l'arrachent. Un droit, ça ne se donne pas. Tant que la femme musulmane ne s'investit pas dans la communauté spirituelle, dans les mosquées, pour s'imposer, il n'aura pas son droit. Théologiquement parlant, il a le droit d'accéder à toutes les fonctions religieuses imaginables et possibles. Donc Kaïna Balloul a raison d'affirmer ce qu'elle affirme et de dire « je m'engage ». Aucun problème théologiquement parlant. Sauf qu'une religion... Elle est portée par... C'est le sauf qui pose problème, généralement. Alors, je veux bien... Mais bien sûr, une religion n'est pas dans le ciel. Ce n'est pas des convictions théologiques. Moi-même, j'ai beaucoup de convictions que je n'arrive pas à passer auprès d'une communauté qui a été déjà formatée par des présupposés des présupposés théologiques. Donc, il faut changer... Moi, je pense que la première opération à faire, c'est de changer les mentalités par une nouvelle doctrine. Donc vive les femmes imams, je vous ai bien compris. Oui, bien sûr. Moi-même, j'aimerais bien que ma fille soit imam. C'est le désir. Et votre épouse, éventuellement? Il est engagé, c'est une aumônière. Pourquoi j'arrive pas à vous convaincre qu'il faut signer cette charte? Juste tout simplement pour que tout le monde soit apaisé. Mais moi, je suis en train de proposer une charte. Vous savez, il y a l'islam national, mais l'islam départemental. Moi, je suis du terroir. Vous êtes focalisé sur la mosquée de Paris, sur l'islam de Paris. C'est le jacobinisme, ça ne marche pas avec l'islam. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas en train de devenir, d'une façon ou d'une autre, ce qu'est Saint-Nicolas du Chardonnay aux catholiques français? Je suis un Girondin. Non, mais vous m'avez compris. Non, mais il y a la réforme par la base. Il y a des choses qui se passent très intéressantes au niveau des départements. Moi-même, je suis en train d'élaborer un conseil des mosquées, un conseil des imams, avec une charte doctrinale, et je vais plus loin en matière de charte et d'acceptation des valeurs de la République, à condition que ce soit théorisé, théologiquement parlant, et pas une stratégie politique qui n'a rien à voir avec la théologie en tant que telle. Vous êtes en sécession, vous êtes en train de me dire, tous ceux qui sont en train de signer ont tort de le faire. C'est vous qui le dites. Je vous pose la question. Non, je suis critique.
Non, mais bien sûr. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. C'est ça que je veux faire passer. Vous savez, c'est nécessaire, mais attention, parce qu'on va s'installer. On a fait ça, on a fait une charte, et circuler, il n'y a rien à voir. Non, c'est une étape, mais c'est une étape. Le chemin commence. Merci beaucoup Tariq Oubrou. Je rappelle votre livre « Appel à la réconciliation, foi musulmane et valeurs de la République française » paru aux éditions Plomb. Nous, on se retrouve dans un instant pour la seconde partie de l'info du vrai. Elle est intitulée ce soir « Variant bordelais, le dernier cru ». Ça ne vous concerne pas, le variant bordelais, soyez tranquille. Les nouvelles sont bonnes. On peut même s'intéresser d'ailleurs à des variants résiduels. C'est le cas dans un instant sur notre antenne.